Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo, émission pour laquelle je serai accompagné de Thierry. Salut. Et de Titus. Salut les amis. Et nous avons comme invité exceptionnel les organisateurs du prochain tournoi Garden of Thrones 2 avec Psych. Salut la compagnie. Et Numan. Salut, bon apparemment on a le sosie de Chabalou. Voilà, donc on est ravis de vous recevoir. En fait, on vous reçoit pour profiter, pour présenter votre tournoi, qui a lieu donc le 30 et 31 janvier, en espérant que tout se passe bien d'ici là. Vous avez la particularité d'avoir fait le choix d'utiliser déjà les nouvelles règles qui ont été publiées. Bien les gars. Et du coup, vous avez aussi pensé à rédiger un petit règlement spécifique avec certaines limitations, etc. Mais on abordera ça après. Donc on va faire un premier temps, on va profiter de cette occasion de votre tournoi pour parler des nouvelles règles. Alors on attaque tout de suite. Je vais brosser toutes les modifications qui ont été apportées dans le mode d'emploi. Il n'y a pas beaucoup de règles à proprement parler qui ont changé, mais il y a quand même pas mal de petites modifications qui des fois auront peut-être des conséquences. Alors déjà, sont définis enfin deux termes qui ont fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. C'est à la page 5, le terme de mouvement et le terme de cible, target. Le terme mouvement était déjà défini, mais là, ils l'ont bien précisé que dès l'instant où physiquement le plateau change de position, finalement, il y a un mouvement. Y compris le pivot est bien confirmé comme faisant partie des mouvements. C'était plutôt entendu, mais là, maintenant, c'est clairement écrit entre parenthèses, this includes pivoting. Et le terme de cible, de target, a été aussi longtemps débattu, entre autres avec l'arrivée de la carte de Baristan. Qu'est-ce que ça veut dire, cibler ou pas? Et là, moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, dès l'instant où il y a une capacité ou un effet qui, d'une manière ou d'une autre, s'applique à une unité, cette unité devient naturellement la cible. Oui, donc, il ne devrait plus y avoir de débat là-dessus. Oh, il y en aura encore. Il y a toujours des gens qui débattent. Il y en aura moins. Alors, je reviens juste sur le mouvement, Thierry. Ça veut dire que le shift, et c'était le shift qui posait beaucoup de problèmes, est un déplacement, donc un mouvement, donc modifiable par les éléments qu'on a vus jusqu'à présent. C'était ça qui posait beaucoup de problèmes dans le mouvement. Parce que là, c'est vraiment dès l'instant où physiquement, le plateau est repositionné. C'est ça. Donc là, je pense que ça va... Enfin, il y aura quand même moins de débats, quoi. Après, sur la phase d'activation, ils ont réécrit un peu le vocabulaire, ils ont changé un peu les phrases. On ne peut pas dire qu'il y ait une nouveauté, et même, pour moi, il laisse subsister un petit flou, parce qu'il y a deux phrases qui se complètent, mais qui ont été le point de départ de discussion que j'ai lu à droite à gauche, par rapport, qu'est-ce que ça veut dire qu'une unité qui n'a pas été activée ce round? Entre autres, il y a des gens qui prétendaient que quand on retire un token d'activation, l'unité, elle a été activée, et donc, globalement, dans la phase d'activation, on ne peut pas la réactiver. Bon, ça n'a pas été clarifié, mais la dernière phrase du paragraphe dit que le joueur doit choisir une unité qui est non activée et pas qui n'a pas été activée. Mais dans le même paragraphe, on a les deux. Unité qui n'a pas été activée et unité qui n'est pas activée. Donc ça, c'est une mise à jour dans laquelle il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a une clarification absolue. Newman, vous allez le jouer comment, vous, pour le tournoi ? Du coup, on va trancher, mais je pense que ce sera qui n'a pas le token d'activation, ça évitera les soucis derrière. Donc c'est soit il est posé, ça a été activé, soit il n'est pas posé, ça peut être activé, ça évitera les confusions, je pense. Ça me semble être... Ce qui paraît le plus logique en même temps. Bah oui. Ouais. Après, il faut se projeter dans le futur. Rappelez-vous,
cette phrase aura beaucoup moins d'importance bientôt puisque les réactivations resteront exceptionnelles. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Oui, On allait c'est vrai. perdre un petit peu toutes ces réactivations. Alors, on en arrive à la première grosse modification, qui est que la main est limitée à 5 cartes à tout moment. J'ai bien relu la règle parce qu'on s'est trouvé confronté avec Neumann à la question à un moment donné. Et si j'ai déjà 5 cartes en main et que j'ai la capacité d'en piocher 2, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je défausse d'abord? Est-ce que j'en pioche 2? Je regarde ce que j'ai en main et j'en défausse 2. Et pour moi, en fait, la règle, elle est claire. Si le joueur doit piocher des cartes qui amènent sa main à être supérieure, il doit alors immédiatement discarder pour ramener sa main à la bonne taille. Donc, mon interprétation de la lecture, c'est qu'on a déjà 5 cartes, on en pioche 2, on a 7 cartes, on garde ce qu'on a en main et on défausse les 2 cartes qui ont trop. Et du coup, donc, Johan, par rapport à ces notions de hand size, maximum hand size, par rapport aux personnages ou aux missions ou autres capacités qui permettent d'augmenter ce hand size, on va jouer comment? Alors, étant donné que c'est un petit peu sujet à interprétation, on va rester au niveau du raw, c'est-à-dire au niveau de la lecture pure. On pourra toujours aller, comme l'a dit du coup Thierry, on pourra toujours aller chercher des cartes en plus que notre main maximum qui est de 5. Donc on peut par exemple piocher 2 cartes sur l'enveloppe pour aller par exemple à 7 cartes, mais on doit en choisir du coup 2 à éliminer immédiatement pour repasser à 5 par la suite. En ce qui concerne les personnages qui peuvent en temps normal augmenter la main, je pense à Tyrion par exemple, on va rester la limitation de base de la règle qui est de 5. Il y a peut-être certains personnages, je n'y pense pas, qui peuvent réduire les mains. Oui, d'ailleurs, c'est le cas. Et du coup, Tyrion pourrait permettre de remonter cette main-là. Mais toujours en restant à 5 cartes maximum. Ouais, c'est-à-dire que c'est à la phase de clean-up. En début de tour, on piochera jusqu'à 4 cartes avec Tyrion. On refera ça jusqu'à 4, etc. Mais voilà, et si on contrôle l'objectif qui donne plus 1, ben on piochera 5 cartes. Voilà, puisqu'il y a un objectif qui donne plus d'une carte. Mais on ne pourra à aucun moment. Alors on piochera 4 cartes, pas 5. Voilà, dépasser les 5 cartes en main pendant la partie de jeu. Impeccable. Très bien. On continue sur les nouveautés ? Alors, petite nouveauté, on va dire graphique, c'est la création d'icônes pour préciser la short range et la long range. Alors, c'est pas si anodin que ça, parce que maintenant, la spécification de short range et long range passe dans la partie gauche de la carte et n'est plus dans la partie droite. Et donc, là encore, ne se posera plus la question de savoir s'il y a des habilités qui sont annulées. Eh bien, le long range et le short range ne font pas partie de ce qui pourrait être éventuellement annulé. Bon, ce qui influera pas à Gardon, parce qu'on n'aura pas les nouvelles cartes, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Bien vu. Exactement. Oui, mais je pense qu'on peut le préciser. Hein. Non, mais c'est bien. Mais ça nous permet de des anciens profils sur des règles qui sont adaptées aux nouveaux profils. Donc, on a cette période de transition qui peut poser souci. C'est pour ça qu'on va être obligé de trancher à des moments bien précis. Et parmi les petites modifications cosmétiques, maintenant sur la carte de l'unité est prévu l'emplacement de l'affiliation. Et ça va avec une modification du texte qui est en page 9 sur justement le nom des maisons et d'affiliation, où là c'est bien précisé que c'est pas parce qu'un attachement porte le nom d'une maison qu'il donne l'affiliation, il faut que ce soit écrit sur la carte de l'unité. Et là maintenant, parce que j'ai entendu aussi discuter, oui, mais il y a par exemple les nouveaux attachements, il y a le Gregor Butcher. C'est un Grégor, donc il devrait donner l'affiliation Grégor. Non. On peut avoir tous les noms qu'on veut, mais là maintenant c'est écrit. Rêver. Depuis que Main Studio a gagné ce fameux TTS, là les mecs ils se tentent plus. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné aussi Garden of 32, je crois. Hein. Oui, voilà, exactement. De toute façon, il a pris un abonnement, il me semble. Ok, on continue avec les nouveautés de règles. Voilà, page 16, les engagements multiples
Bon, ils ont réécrit un peu le texte pour le clarifier, mais franchement, il n'y a rien de significatif. Page 17, charge désordonnée. Ça, alors là, nouvelle règle, changement fondamental, puisqu'une charge désordonnée, maintenant, empêche de jouer des cartes tactiques jusqu'à la fin du tour et non pas jusqu'à la fin de l'action. Et ça, c'est extrêmement important comme changement. C'est normal. Une clarification, hein. Franchement. C'est une bonne chose qu'il ait faite. C'est pas normal que certaines unités pouvaient ne pas jouer de carte tactique et jouer une carte juste après pour se barrer quand même. On a tous les mecs qui se prennent les pieds dans le tapis pour charger et puis ils peuvent se barrer derrière. C'est logique. Hein. Et plus maintenant, au moins. Alors, ils ont fait pas mal de réécriture aussi dans qu'est-ce que c'est qu'une attaque complétée. Alors, ils ont changé un petit terme. Avant, c'était marqué, donc ils lisent plein de choses. Et at this point, any ability effects that trigger after unique is attacked. Et maintenant, ils ont mis à la place after this. C'est ça. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça précise bien que c'est pas à ce moment-là, mais c'est après ce moment-là. Et je pense que ça va clarifier aussi des discussions. À quel moment est-ce que l'attaque se termine, quoi. Ça clarifie par exemple la Search Force et puis la Counter Charge. Hein, voilà. Ça clarifie le Last Stand. Donc des choses comme ça, donc c'est plutôt bien. Alors bon, je parle en baratéon langage, je ne sais pas si vous avez compris. Ils te disent clairement aujourd'hui que tu vas jouer une Counter Charge avant que l'autre joue sa Search Force, puisque tu joues la Counter Charge à ce point, après ce point-là. Et la Search Force n'intervient qu'après. Tu sais, il y avait toujours au début que ces deux cartes, il y avait ce conflit. Est-ce que je me sauve d'abord ou pas ? La Search Force se fait, la Counter après. Mais bon, effectivement, là, au moins, c'est réglé. Voilà. Alors, troisième changement fondamental, c'est donc le test de panique qui maintenant fait D3 wound et non plus D3+1. Profitez-en les free folk, profitez-en. Bientôt, ça vous coûtera plus cher. Donc ça, c'est vraiment une modification importante et qui a une incidence, je pense, vraiment sur la manière d'appréhender le jeu. Parce que quand on sait que maintenant sur un test de panique, on ne peut pas perdre un rang, on peut sûrement oser certaines choses qu'on hésitait de faire avant. On va éviter les capitaines Lannister systématiquement, c'est bien ça. Ouais. Et puis il y a deux choses en fait. Il y a quand même, quand tu es sur le dernier rang, que tu fais un test de panique à 3D+1, tu pries tous les dieux que tu connais, quelle que soit ton affiliation. Alors que quand tu as 4 bonhommes et que tu sais que tu peux en perdre que 3, c'est pas la même. Tu peux tenter de continuer à attaquer. Donc, c'est bien. Tu peux continuer à prendre un peu de risque même si tu en restes qu'un. C'est ça. C'est la page 20 par rapport au tactic board. Ils ont supprimé un mot. Mais quand ils parlent de full tactic board, avant, il y avait que l'action du NCU s'arrêtait immédiatement. Oui. Et là, c'est tout bête, mais ils ont retiré le immédiatement. Et il y a maintenant marqué que l'action du NCU s'arrête. Non, c'est son activation, c'est pas son action. Son activation. Son activation. Du coup, s'il ne peut pas s'activer, il ne peut pas se placer. Oui. En fait, il te dit que quand un NCU s'active, la seule action qu'il peut, c'est aller sur le tactic board. Si jamais c'est pas possible, l'activation s'arrête immédiatement. Et donc, reste le problème qu'on s'est posé dans le tournoi pour le NCU qui va rajouter des points pour occuper le terrain. S'il n'y a pas de zone libre. Et il peut pas, du coup. Ben non. Il peut pas. Quand le plateau tactique est plein, tu peux pas faire d'action. Tu peux t'activer, mais pas faire d'action qui en découle. Ouais. Vraiment, t'es plein. Tableau est plein. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien, c'est bien écrit en fait. Je l'avais pas lu ce passage-là et il est bien écrit. C'est très bien écrit. Alors ensuite, on est sur la page 22. Ils ont réécrit le paragraphe sur les ordres, dans lequel, alors là, je suis pas sûr que ça ait une incidence sur la première modification. C'est qu'avant on utilisait un ordre, maintenant on active un ordre. Peut-être que plus tard, il va y avoir quelque chose au niveau des règles, au niveau des cartes, qui va se passer quelque chose, mais maintenant, ils utilisent le terme d'activation d'un ordre. Et par contre, ils ont précisé aussi, et ça, je pense que ça aura un rôle à jouer plus tard, c'est que quand on active un ordre sur une unité, de manière naturelle, l'unité est la cible de cet ordre.
Et ça, c'était pas écrit avant. Et là, maintenant, l'ordre, il target la cible qui a l'ordre. Et ça l'empêche pas aussi de cibler d'autres unités si c'était écrit dans le texte de l'ordre. Ouais. Alors, moi, j'y vois quelque chose sur une faction que je connais, c'est les Baratheons. Counter-charge, et puis l'ordre du Dragonstone Noble qui permet aussi de faire une counter-charge. J'aurai un choix à faire. Par contre, je n'aurai pas le choix à faire avec la capacité innée de Brienne, qui n'est pas un ordre. Ouais. Voilà. Pour te donner. C'est pas un ordre. Voilà. Hein? Pas encore. Ils ont pu écrire. Pas encore, en tout cas. Pour l'instant. Et ils ont rajouté 2 lignes qui ne sont pas du tout annoncées ni commentées dans l'article qu'ils ont sorti avant Noël. Si on a une habilité ou un effet qui permet à une unité de lancer le maximum de dés d'attaque et que dans le même temps, on aurait une habilité ou une capacité qui ferait lancer le plus petit nombre de dés d'attaque, alors c'est le plus petit nombre de dés d'attaque qu'on utilise. C'est juste les dés d'attaque. Donc je pense à Kathleen par exemple, qui fait jouer le maximum de dés. Mais j'ai pas en tête un personnage qui ferait jouer ou une carte qui ferait jouer le minimum de dés, mais peut-être que ça va nous tomber dessus. Ça viendra peut-être. Et dans ce cas-là, c'est réglé. C'est le plus petit nombre de dés qui prime. Et on en vient au terrain et aux mots-clés attachés au terrain. Alors là, c'est peut-être là où il y a le plus grand nombre de modifications. Parce qu'à la fois, il y a des modifications sur les keywords et il y a des modifications sur les terrains. D'une manière générale, il y a quelque chose de clair, c'est que maintenant, chaque mot-clé attaché au terrain n'a plus qu'un seul effet. Oui. Alors, je vous engage à prendre les petites cartes qu'on a fait. Ouais. Hein. Je me suis assez embêté à les faire. Vous avez tous les mots-clés avec l'explication en français. Et moi, en les faisant, j'ai vu qu'il y avait d'énormes changements en fait. Le Corpse Pile, il a juste -1 au moral pour horrifique à la short range. Et pour une charge, tu charges au travers, c'est désordonné, point barre. C'est-à-dire, il n'y a pas de 2D, il n'y a pas de -1, charge désordonnée. Voilà. Pas de bonus d'attaque. Voilà. Oui, c'est pas charge désordonnée, parce qu'on peut jouer des cartes. C'est pas charge désordonnée, c'est pas de bonus d'attaque. Tu n'as pas le bonus d'attaque, mais par contre, tu lances quand même ton dé, et si tu fais un, t'es quand même en désordonné. Toujours, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est pas que tu lances 2 dés. Pas les 2D, ouais. Enfin, voilà. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ils ont simplifié beaucoup et surtout ils ont retiré le côté aléatoire. On traverse un marais, on est gêné. Après les gros changements, le gros changement c'est sur Cover, qui impacte la ligne de vue pour les attaques à distance. Et ils ont supprimé le -1 to 8 dans le Cover. Et donc, une unité qui aurait un petit plateau, par exemple, peut être vraiment protégée parce que on ne peut pas du tout tracer de ligne de vue vers cette unité dès l'instant où elle est dans la forêt. Ou à travers une haie. Et mais voilà, vraiment, ils ont modifié la haie. Ça change le jeu. Hein. Pour moi, c'est un des points fondamentaux de cette règle, c'est les terrains qui changent le jeu. Et justement, les orgas, les terrains, on les place comment chez vous? C'est de l'aléatoire? De toute façon, on restera sur du tirage aléatoire et sur du placement en fonction des joueurs, volontairement, parce que c'est ce qui donne aussi cet attrait au jeu, de pouvoir placer des décors différents, et on fait pas sa liste en fonction des décors. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour avoir joué à Paris au Master avec une liste qui était faite autour du Baral. En fait, je vois que c'est pas intéressant, ça limite trop nos possibilités de faire des listes. On va faire des listes en prenant en compte les décors, et je trouve pas ça terrible. Donc effectivement, le fait d'avoir de l'aléatoire, on ne sait pas tout le temps sur quel champ de bataille on va combattre. Donc si la veille il a plu, il y aura marée, il y aura donc voilà, les troupes elles sont pas tout le temps sur un terrain sec à combattre quoi. C'est vrai que c'est bien parce que quand tu choisis, imaginons que j'ai en face de moi une armée de tireurs, je vais mettre que des haies en fait. Ouais, exactement. C'est absolument pas le but. Le but, début de partie, alors on va pas s'emmerder aux joueurs, enfin chacun fera comme il veut, mais on va pas s'embêter à faire un tirage de dés pour savoir qui tire le D3. On tire un D3, basta, c'est D3 plus 2 décors, et après on prend la petite liste là avec 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12,
Hop, chacun tire le nombre de dés qu'il doit tirer, et puis on tombe sur un nombre de décors. Ensuite, c'est comme ça, j'ai marqué dans le livre de règles. Ouais, de toute façon, c'est Voilà, et c'est ce qu'il y a de encore une fois, c'est une façon d'équilibrer le jeu. C'est ce qui fait la beauté de ce jeu, c'est l'équilibre, et ça évite, comme disait Johan, de faire des listes de tireurs et puis de placer 0 et devant soi, ou de faire des listes Stark avec 3 archers et de les foutre derrière des palissades, quoi. Exactement. Et donc une dernière modification. Eh ben, c'est sur le fait que Critical Blow et Précision ne combattent plus. C'est Tant mieux. soit plus un hit, soit un wound à la place du jet de défense. Et voilà, donc voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Ça pue les deux ensemble. Oui, c'est très bien. Après, du coup, comment il est plus très intéressant, comme il s'appelle Styrioforal. le Ouais. Styrioforel chez les Stark là. Comment Oui. le Bon, il va fait- changer, il va faire partie mais des faites changements. attention, parce qu'en fait, comme c'est écrit dans les nouvelles règles, ça correspond pas à ce qu'on a avec les anciennes cartes. Voilà. Ouais. Faudra effectivement, c'est bien que faudra le repréciser, mais c'est bien que les joueurs du coup regardent ce passage-là pour pas se faire avoir dans le choix de la liste. Surtout pour ceux qui sont passés un petit peu à côté des changements de. Moi, je pense que c'est pour ça que ce tournoi peut être extrêmement rigolo, parce ce sera un tournoi unique. On peut pas dire le contraire, il sera unique, sauf s'il y a d'autres tournois qui vont avoir. Il y aura plus Gastel, je crois qu'il se fait un petit peu plus tard, mais ce sera unique dans le sens où on reverra jamais ça, quoi. Des anciennes figues, enfin entre guillemets des anciens profils avec des nouvelles règles. C'est pas du tout adapté, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Fais gaffe, hein, avec le confinement, ça se trouve on va garder nos armées jusqu'à avril-mai. Hein. Oui, on n'est malheureusement pas à l'abri. Oui. Alors du coup, Bon. ça fait la très très bonne transition avec la suite, puisque donc du coup, on est très content de jouer avec ces nouvelles règles. Hélas, on joue avec nos figurines actuelles, nos règles, enfin nos unités actuelles. Et donc du coup, pour essayer d'équilibrer un peu ça, vous avez fait le parti pris de faire certaines limitations, enfin de faire certaines règles. Attention, Johan ne fait pas grand-chose, mais la seule chose qu'il a fait, c'est les limitations. Je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Mais il l'a bien fait. Hein. On voit à côté assureur, là, toi le mec il t'assure, mais pas trop quand même. C'est ça. Courageux, mais pas téméraire. Tout ce qui t'arrivera par la suite n'était pas couvert par le contrat initial que tu as pu signer. Fallait lire les lignes en bas. Donc du coup, on va lister ces règles que tu as proposées, Newman, pour le tournoi. Alors, la première, c'est tu proposes pas de triplet d'unités avec le même nom ou d'attachement. Tout à fait. Alors le but en fait là, avec la transition, du coup on va garder nos anciennes armées, je pense, pendant quelques mois avec les nouvelles règles. Ça sert à rien de continuer à jouer encore pendant 3 à 4 mois avec les anciennes règles. L'intérêt c'est de le faire en 2 temps. C'était le but aussi de Simon, c'est de laisser le temps d'apprendre les nouvelles règles et de changer ensuite d'armée. Donc là, le fait de ne pas mettre de triplet, c'est un choix pour éviter que tout le monde, vu qu'on change de système, ils aient peur de jouer des choses qui ne jouent pas habituellement. Donc limiter la triplette, c'est pas très agréable sur la table de voir au système genre Warhammer 40K, de voir tout le temps les mêmes unités qui poutrent bien et qui sont sur la table. Je suis conscient que ça a été mon cas aussi, donc c'est pour ça que je prends parti pris justement d'essayer de changer les choses. Donc, alors pourquoi 3, pas 4, pas 2 ? Tout simplement parce que 2, je trouve que c'est normal d'avoir 2 unités identiques. On peut très bien avoir des unités de base ou des unités de cavalerie qui sont identiques dans une armée. 3, ça commence à être un peu abusé, ça commence à être un peu on va dire un peu de l'enculage de mouche ou de l'optimisation à outrance. Surtout en ce qui concerne les attachements, certains attachements très typés, très forts. Bon, je tiens moi à préciser que c'est pas moi qui ai sorti les mots de la bouche de Johan, hein. Ça c'est une première chose, et la seconde chose c'est que ma liste sur laquelle je voulais le jouer au départ, il me l'a tué puisque je voulais jouer Sequetrod, Varys, Frey et Rose Bolton. Donc déjà j'ai une liste, elle peut pas être jouée. Donc voilà, merci Johan. Merci parce que si c'est pas une triplette. Voilà, c'est
c'est aussi pour éviter le syndrome TTS, parce que je joue pas sur TTS depuis longtemps, mais j'ai vu que, étant donné que les gens n'ont pas besoin d'acheter certaines unités en X fois, bon, je vais pas me cacher, j'ai 5 unités de Sand Browser et 3 trackers, voilà, mais c'est pour éviter typiquement le syndrome du 5 à 6 unités de Ranger Tracker, ou 4 unités de Berserk Stark, ou des choses comme ça. Voilà. Alors, je limite à 3, et bien, enfin à 2 du coup, en doublette, et naturellement, une doublette chez les Free Folk, les Raiders sont par 2 à la base, donc par 4. Voilà, c'est la seule exception. Autre règle que tu nous proposes pour ce tournoi? Alors la deuxième règle, c'est en plus de la limitation à 2 unités identiques ou de 2 attachements identiques, le but c'est aussi de limiter le nombre d'unités solo et de monstres ou de machines disponibles dans une faction. C'est actuellement, à ce que j'ai vu, le Stark en sort assez grand gagnant avec les nouvelles règles pour le moment. Le but c'est aussi d'essayer d'équilibrer les factions un tout petit peu pour amener un intérêt à jouer les armées qui sont moins jouées ces derniers temps. Donc on va limiter le nombre d'unités solo disponibles dans une faction à 2, donc pas à 3, à 2, c'est-à-dire que maximum 2 loups dans une faction. Pour les joueurs Nightwatch, c'est pas spécialement des loups, mais on va prendre aussi en compte les marshals solo. Donc 2 marshals solo et Ghost, c'est interdit aussi. Je ne sais pas si le Noble en Baratheon, je crois qu'il est limité à 2, mais dans tous les cas, il le sera. Oui, il est limité à 2. Voilà, dans tous les cas. Non, mais c'est les géants. Ça évite 3 géants. Ça évite les géants aussi, exact. Bon, pour l'instant, il n'y a pas les mammouths, mais ça aurait aussi limité les mammouths à 2. Mais il y en a pas. Les ours des skin changers comptent pour une unité solo. Le coup du 2 ours et de skin changer, on va faire en sorte le skin changer, ça reste un attachement. S'il y a 2 ours, c'est au début de l'unité. Je vais préciser que c'est au choix lors de la conception de la liste qu'il faut pas limiter les 2 solos. Comme ça, on sort du contexte pour le cas de mettre les 2 ours. Très bien. Ok. Eh bien écoute, très bonne règle. Règle suivante, c'est une limitation sur les NCU. Donc tu veux limiter les NCU à 3 points et à 5 points en unique sur le 2 listes. Alors oui, alors ce choix-là, c'est un choix que j'ai pris en âme et en conscience. J'en ai discuté avec des joueurs typiquement Stark et Free Folk, parce que du coup c'était quand même les plus impactés en plus des Lannister et des Nightwatch. Alors pourquoi limiter les NCU à 3 et 5 points en les rendant uniques? Tout simplement parce qu'ils ont un impact beaucoup trop important dans la construction de liste. Dès qu'il y a un NCU à 3 points, on va les chercher systématiquement. Là, le fait de le rendre unique, dans beaucoup de factions, ça va réduire le nombre d'activations, typiquement les Stark. Les Stark vont perdre entre 1 et 2 activations sur une des 2 listes. En ce qui concerne les autres factions, c'est un peu plus pénalisant typiquement pour le Nightwatch qui déjà galère un peu avec le nombre d'activations et pénalisé par le nombre de cartes, mais le but c'est d'équilibrer et de pas et s'il y a une liste qui est une faction un peu plus pénalisée que les autres, ce n'est pas le problème. Pour les NCU à 5 points, c'est aussi pareil, les NCU à 5 points sont assez forts et en général les armées qui peuvent mettre des NCU à 5 points ont les points pour le faire. Donc ça a une tendance à pénaliser aussi par rapport à d'autres factions. C'est aussi pour préparer à la transition avec le fait qu'il va y avoir que des NCU à 4 points, ce qu'on est quasiment sûr. Il risque peut-être y avoir 1 ou 2 exceptions, mais ça va être le cas. Pour continuer avec les NCU aussi, tu vas imposer le fait que les NCU neutres soient uniques dans les 2 listes. Oui, alors là, c'est plus une question un peu fluff, c'est pour amener un peu plus de variété et pour ramener un peu l'armée principale au centre de nos listes d'armées. On a une tendance à trop vite aller chercher des NCU neutres. Varys, le cachons pas, quoi. Typiquement Varys ou Varys et Frey, par exemple, et en fait, on perd 3/4 des NCU qu'on a dans nos factions sont des NCU de notre faction de base et à peu près un tiers, ça va être je crois que le calcul n'est pas bon, mais un tiers, ça va être des NCU neutres. Et on a une tendance à jouer 1 à 2 NCU neutres par faction, ce qui est dommage, ça enlace beaucoup de notre faction sur le carreau. Alors, tu limites aussi à 8 points. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je limite à 8 points. Alors ça, c'est une volonté propre. C'est pour éviter l'abus Varys-Frey. Tant que Varys et Frey ne sont pas modifiés, là actuellement, le Varys et Frey sont beaucoup trop forts et ça pénalise beaucoup trop les autres NCU dans les autres factions. Alors, ça c'est une chose. Et
On va rebondir sur un point qui est indiqué après, mais l'exception, c'est la faction neutre à proprement parler. C'est limité, les NC neutres sont limités à 8 points que dans les factions autres que la faction neutre, ce qui permet d'avoir un intérêt à jouer les neutres pour pouvoir recaler encore une fois Varys et Frey. Si tu veux Varys et Frey, joue neutre. C'est ça. Le neutre étant un peu en retard, c'est pour remettre un petit intérêt à jouer neutre, qui était en plus une belle faction, donc ceux qui ont envie de jouer neutre, ils peuvent se le permettre. Et d'ailleurs, 5 et 4, ça fait neutre. Oh, ah, 23h08 aussi. Hein. Voilà. Non mais bon. Dis typiquement le mec qui a joué neutre au dernier Gardon. Et il va peut-être le faire. Il va peut-être le refaire. Parce que lui, il veut jouer Varys et Frey. Moi, je déteste les neutres parce que j'adore je déteste affronter neutres parce que j'adore leur deck. Mais c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui jouent neutres. Pourtant, il y a beaucoup d'unités qui existent et c'est normalement aujourd'hui, ça peut être vraiment une armée à part entière. Donc je trouve ça dommage qu'elle soit moins. Et je vais en profiter là-dessus pour faire un petit coucou à un joueur neutre qui est très courageux à chaque fois parce qu'il vient quasiment tout le temps neutre. C'est Raïsa. Salut Raïsa. Ok, on continue avec une autre règle que tu as instaurée, c'est que dans les 2 listes proposées par les joueurs, il faudra systématiquement avoir 2 généraux différents. Oui, tout à fait. C'est pour du coup diversifier de la même armée. Ouais, de la même armée. C'est pour diversifier les généraux. Il y a suffisamment de généraux dans toutes les factions qui existent pour que vous voyez un peu de diversité sur la table. Il y a au moins vraiment 2 généraux dans chaque faction qui sont très bons. Donc il n'y a pas de raison d'avoir 2 listes avec le même général. Ils vont pouvoir tricher les Baratheons. Moi je jouerai 2 cette année, tu pourras rien me dire. Par rapport à ces 2 listes, tu avais un peu une optique d'essayer d'inciter les joueurs sur l'ensemble du tournoi à aller jouer les 2. Comment tu vas faire ça en fait? Alors c'est le cas dans d'autres jeux qui font en sorte de toujours jouer au moins les 2 listes pendant le tournoi. Sur Game of Thrones, sur Assoyev, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais donner un petit bonus aux joueurs qui jouent les deux listes différentes lors du tournoi. Donc ce sera sûrement il faudra qu'on regarde le nombre de points qu'on peut apporter au maximum sur le tournoi, mais sûrement 1 ou 2 points de victoire, c'est quoi ces victoires? C'est quoi déjà? C'est des points de bonus. 1 ou 2 points, ouais. Alors, point de bonus sur les points de victoire, effectivement, pour pouvoir, c'est-à-dire que le tournoi, si on fait 5 rondes, on pourra arriver à 16 points si on gagne toutes ces rondes et qu'on a joué les 2 listes différentes. Okay. Bon. En tout cas, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de gratter une place ou 2 dans le classement parce que on a joué le jeu. Ce tournoi, comme je le redis encore une fois, je suis lourd, mais c'est un tournoi de transition. Le but, c'est quand même de s'éclater. Alors, on met des restrictions pour pouvoir équilibrer les trucs parce qu'il y a vraiment des armées qui sont super avantagées suite à ces changements-là. Mais après, c'est vrai que Johan s'est trituré la tête pendant une semaine pour pouvoir essayer de faire les choses le plus justement possible. Mais alors, la règle que tu avais dit que si on jouait pas les deux généraux, on ferait un feu de camp avec la prêtresse rouge, c'est annulé? Yes, c'est annulé, oui. On va mettre plutôt le point bonus en avant plutôt qu'un malus, tout simplement. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui va affronter 5 fois les Stark, par exemple, et que sa liste est adaptée aux Stark et pas l'autre, on va pas lui l'imputer de points alors qu'il aura peut-être gagné ces 5 matchs et ce serait dommage pour lui, quoi. Il y en a peut-être qui ont envie de jouer leur 2 listes, mais ils n'auront pas leurs 2 points. Voilà. Voilà, 1 ou 2 points, c'est pas encore défini. 1 ou 2 points, on n'a pas encore défini, mais ça ira. Voilà. C'est déjà pas mal. On va se poser une question. On a eu quelques soucis de distribution, des unités qui ont été pu être achetées par certains joueurs et pas par d'autres et qui ne sont plus disponibles. Comment vous allez gérer ça? Alors, toutes les unités qui sont officiellement pas sorties ou qui ont été repoussées, parce que certaines sont officiellement sorties mais ont été repoussées en Europe, je pense que c'est les derviches, sont refusées. Alors, je pense que c'est une liste exhaustive, du coup, c'est les derviches, les dragons, les pygmènes et les mammouths. Je ne pense pas qu'il y a d'autres unités qui devaient sortir, qui sont déjà sorties et que certains possèdent. Le but, c'est de mettre tous les joueurs au même niveau, que certains qui ont les dragons vont pas se ramener avec les dragons, alors que les autres les ont pas, ils peuvent pas les jouer, par exemple.
Voilà. Ok. Bon, après, question habituelle. Figurine du Kickstarter. Refusé. Ok. Désolé pour Brendan Si tu Chili. veux jouer avec les gars de montée, c'est chez toi. Non, mais avec les gars de montée, c'est un lot. On va passer justement au lot. Alors, vas-y. Donc les gars de montée, non, ce n'est pas un lot. Donc au niveau des lots, bon, il y aura toujours des lots, bien sûr. On en a quelques-uns. On va mettre quelque chose un petit peu en avant qu'on n'avait pas fait au dernier tournoi. Donc bon, les 3 premiers auront toujours des lots. Ça, c'est pas un problème. Par contre, je pense que Thierry a un grand sourire sur le visage parce qu'il pourra encore terminer dernier et il y aura un lot. Voilà. J'espère que c'est rétroactif. Voilà, non, c'est pas rétroactif, mais il y a un lot pour le dernier, et en fait, on va mettre l'accent aussi. Alors moi, je ne le gagnerai pas parce qu'il y a forte chance que je vienne avec une armée pas peinte, mais par contre, quelqu'un qui aura une jolie armée full paint, ben on va demander un panel de joueurs, peut-être pas tout le monde, on verra comment on fait, où on a des joueurs qui sont de très bons peintres, etc. Comment on peut faire, mais l'armée qui sera peinte, c'est pas spécialement la plus jolie, mais la plus intelligemment, la plus voilà, on peut trouver d'autres systèmes de jeu, mais il y aura un petit prix pour la peinture parce que avoir des tables avec des armées peintes c'est sympa, sauf quand vous jouerez contre moi puisqu'elle sera sûrement pas peinte la mienne, mais c'est pas grave. Le but c'est que d'essayer de mettre un petit peu en avant. Alors c'est pas une obligation de venir jouer peint, ça on est bien d'accord. C'est juste qu'il y aura un lot. C'est juste qu'on fera voilà un petit effort au niveau du lot parce que on estime ça important les gens qui font des efforts. Ça n'aura, alors voilà, on précise, ça n'aura aucune influence sur les points de partie, sur le classement, ça n'a aucune influence. Donc vous inquiétez pas si vous venez pas peindre, mais en revanche, il y aura un lot pour l'armée coup de cœur. Voilà, juste ceux qui jouent le jeu, qui ont envie de venir avec leur armée bien peinte, voire très bien peinte pour certains, par exemple, il y aura un lot pour ça. Il y a un pot de peinture pour celui qui va avec l'armée la moins peinte. Alors ce sera sûrement moi. Un rouleau à tapisserie pour tapisser ses figurines si tu veux pas les peindre. Ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Ok. Et dernière chose, en plus des lots, on vous a encore fait une surprise au niveau de l'engagement, comme on a fait pour la dernière fois. C'est plus une surprise si tu leur dis. Alors, on ne dira pas ce que c'est du coup, mais on essaie de faire des choses un peu différemment des autres tournois, un peu originaux, et du coup, on va encore faire un petit truc sympa. Bon, mais super, génial. Alors, on a hâte d'y être, puisque je crois que nous 3, nous sommes inscrits, plus les 2 organisateurs. Oui, nous 5. Accessoirement. Alors, juste pour l'info, c'est qu'on est super égoïste. En fait, on fait des tournois pour que nous, on puisse jouer. Les autres, on s'en fout, mais c'est surtout. C'est pas de l'égoïsme. Quand tu partages avec les autres, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'altruisme. On est ravis que vous soyez égoïste comme ça. Voilà. Non, en tout cas, voilà, c'est très bonne initiative de lancer un tournoi avec les nouvelles règles, d'essayer de les graduer avec les limitations que tu as apportées, Newman. Les choix de scénario, vous avez dit qu'ils seraient tirés. Alors, ça c'est mon dada. Donc, au niveau des rondes, donc je ferai le tirage de rondes le matin, je pense, parce que alors la dernière fois, j'avais fait un tirage de rondes un petit peu particulier sur une première ronde où les joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer avaient joué des joueurs. On s'était retrouvé avec une super partie dès la première ronde. Là, on pourra se retrouver avec plein de super parties dès la première ronde puisque ce sera un tirage complètement aléatoire. Au pire, je sais pas, Thierry est arrivé la dernière fois le matin, ce sera peut-être Thierry qui tirera s'il arrive le matin, en fait de façon aléatoire. Donc on pourra avoir je prends un exemple qui arrive jamais en tournoi, du Nouman Chabalou en première ronde quoi. Ça c'est un potentiel voilà. Mais je ferai pas de ronde un petit peu comme j'avais fait la dernière fois. Et au niveau des scénarios, ils seront tirés exactement comme la dernière fois en début de ronde. C'est-à-dire que ça sert à rien de se dire tiens premier scénar, premier scénar j'ai joué ça, deuxième scénar j'ai joué ça, non ça sert strictement à rien. Et on a tous les scénarios, donc les nouveaux scénarios, hormis bien sûr le scénario attaque-défense que l'on laisse complètement de côté puisque pas du tout équilibré. C'est que vos scénarios, il y a un nouveau scénario où il faut venir avec des murs de château les gars. Prévoyez vos murs de château. C'est pas quelque chose que vous faisiez jusqu'à présent. Ouais. S'il sort, il faut l'avoir. On and ready.
nouveau deck de mission et nouveau deck d'objectifs. Et nouveau deck d'objectifs. Il faut que tout le monde ait ses nouveaux decks de mission, nouveaux decks d'objectifs, sachant Imprimé, que quoi. on reste quand même, et ça, bon, de toute façon, on le reprécisera peut-être à la fin, mais on reste sur un tournoi avec des gestes barrières. Donc, il faut éviter absolument de se passer les tokens, de se passer les dés, de se passer les cartes, etc. Hein, puisque Les microbes. les microbes, exactement, on se les garde pour soi. Et c'est super important qu'on n'entende pas parler d'un cluster à Gardon. Hein. Super important. Alors par rapport au scénario, on est en train de faire des petites vidéos, il y en a déjà quelques-unes qui circulent. Ouais. D'ailleurs, elles devraient toutes être disponibles. Non, elles ne seront pas toutes disponibles. Qui expliquent les scénarios. Le jour du tournoi, vous verrez, il y a quelques petites manques dans les scénarios, manque d'informations, de précision dans certains cas, à quel moment on doit piocher les cartes missions, etc. C'est des points qu'on a soulevés dans ces émissions. Donc vous avez le temps de préparer le jour du tournoi, la clarification suffira. Oui, après, bien sûr, on restera sur un tournoi bon enfant. C'est super important de venir. La chose avec laquelle vous devez venir, c'est la patate et la bonne humeur. Enfin, les choses, c'est la patate et la bonne humeur et l'envie de jouer. Voilà. Donc le truc, c'est que personne se mette trop de pression. Ça, c'est super important. Après, ça reste un tournoi on est entre potes, hein, qu'on soit clair. On a des gens qui viennent de loin, donc je pense que s'ils viennent de loin, bon, ils veulent peut-être gagner, mais aussi s'amuser. Et après, on a toujours des référents règles entre guillemets, hein, qui sont il y a Johan, il y a Chabalou, il y a Thierry, il y a la partie du Baratéo, puis même on aura des joueurs bretons. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas les problèmes qu'on a pu avoir au Master of Westeros avec les joueurs étrangers. Et petit aparté aussi, en ce qui concerne les petits points de détail auxquels on a parlé tout à l'heure, ainsi que les cartes pour ceux qui ne les ont pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de récupérer les liens et de vous mettre des liens dans le règlement sur le T3. Comme ça, si vous en avez besoin, vous prenez le lien, vous allez dessus et vous les imprimez chez vous. Très bien, oui. Oui, ça c'est quelque chose d'important, que les gens puissent prévoir en avance, comme le dit Titus, les deux barrières de forteresse, les deux murs de château, les cartes, imprimer nos cartes, les mettre dans des blisters. D'autant plus que blister ou pas blister, mais les cartes mission, il y a quand même un scénario où il faut chacun son deck en plus. Oui. Donc c'est important que tout le monde ait son matos complet. Ouais. Voilà. Donc dernière petite précision, c'est en fonction des heures de couvre-feu potentiel qu'on pourrait avoir. Ce sera un ajustement au niveau des horaires. De toute façon, on va être obligé d'ajuster les horaires, parce qu'on a des gens qui viennent de loin. Je vais le préciser tout de suite que si ça pose problème à des joueurs, ils sont au courant, ils pourront se désinscrire, bien sûr. Le dimanche matin, il y a de fortes chances qu'on commence très tôt. Le très tôt, c'est entre 7h et 8h du matin pour pouvoir faire un maximum de rondes, puisque le samedi, les joueurs pourront peut-être pas arriver plus tôt. Donc, bien sûr, si tout le monde est là à 12h30, ce sera super. Et on commencera un peu plus tôt pour essayer. Mais il faut que dans une journée, on arrive à rentrer 3 rondes, que ce soit le samedi ou le dimanche. Donc, à partir de là, pour pouvoir respecter le couvre-feu pour tout le monde qui est à 20h pour l'instant, on espère qu'il ne sera pas à 18h, mais pour l'instant à 20h, les gens qui veulent rentrer chez eux, je pense encore une fois à nos amis bretons, mais on a aussi des gens de Perpignan qui sont inscrits, on a des gens qui sont sur Paris, ils auront un titre de transport je pense, on a quelqu'un du Nord aussi, donc à partir de là, il va être important que l'on puisse, donc je pense moi aux amis bordelais des fois qui peuvent rentrer chez eux, peut-être prévoir on finira plus tôt sûrement que la dernière fois le samedi soir, mais le dimanche matin, il faudra être là, je pense, c'est entre 7 et 7h30 pour pouvoir commencer et rentrer les 3 rondes pour pouvoir faire un maximum de parties. Quoi. Alors, je suis désolé par rapport à ça, mais c'est important de le préciser. On tourne cette émission avant l'annonce du gouvernement qui aura lieu le 7 janvier, donc on ne connaît pas encore les nouvelles mesures. Et on en aura peut-être d'autres entre le 7 janvier et le 30. Tout à fait, oui. Très bien. Eh bien, messieurs, on est ravis de ce tournoi. On va adorer, on va tous être là. J'espère que ça ira. En tout cas, on vous remercie d'être venus dans cette émission pour parler des nouvelles règles. Merci de l'invitation.
Non, et puis on vous dit à très bientôt donc. Et préparez vos armées pour la bataille. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Ciao les amis. Je recherche juste une page parce que je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Cette page tu as. C'est un médecin qui s'ignore du coup. Non, parce que c'est écrit sur Word. En plus, En plus. Alors, moi sur Word j'écris vachement mal. j'espère que dans les personnes qui écoutent, il n'y a pas d'aliétophilistes qui seront choqués par les propos de. Ça sera coupé au montage. Ouais, ça va être compliqué de tout couper. Putain, celui-là, fallait le passer dans le Baratéo quand même. C'est ça. Oh, putain. Ouh, là, mon Il y a gars, eu un défi de la je part sais de pas ce qui Chabalou, je était pense. même pas. tourné pour ce mot-là, mais t'es monté très haut là. Ouais, mais ça, c'est Chabalou qui lui a donné un défi, en fait. Ah, mais- Il place ce mot pendant l'émission, et puis ça y est, c'est fait.